Je m'appelle Dorothy Henderson, j'ai 90 ans et je vis seule dans un petit appartement d'une chambre au 2847 Glenwood Avenue à Queens, New York. J'ai travaillé comme couturière pendant 47 ans avant de prendre ma retraite, et je vis depuis sur la sécurité sociale et ma petite pension. Chaque matin, je me lève à 6 heures, je prépare mon thé et je vérifie le courrier. Ce mardi matin de mars a tout changé lorsque j'ai trouvé une épaisse enveloppe de la Manhattan Mutual Bank. À l'intérieur se trouvait un relevé hypothécaire pour une propriété située au 7829 Riverside Manor Drive dans le comté de Westchester. Le montant du prêt m'a fait prendre mes lunettes de lecture pour vérifier à nouveau. 950 000 points mes mains tremblent tellement de kg et du Maceo Irdance le couloir. En 4-20 dixence de vie, je n'avais jamais spose de quoi que ce soit valant plus que 30000. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'asseoir dans le couloir. En 90 ans de vie, je n'avais jamais possédé quoi que ce soit valant plus que les 30 000 points mes mains tremblaient tellement de kg et du Maceo Irdance le couloir. En 4-20 dixence de vie, je n'avais jamais spose de quoi que ce soit valant plus que 30000 que j'avais payé pour l'enterrement de mon défunt mari. Je n'étais même jamais allé dans le comté de Westchester. Et voilà que des documents disaient que j'y possédais une maison. J'ai immédiatement appelé la banque, ma voix tremblante alors que j'expliquais qu'il devait y avoir une erreur. Le jeune homme au téléphone a consulté mon compte et tout confirmé. Madame Henderson, vous avez signé ces documents le 15 février. Votre fille Patricia était avec vous. Elle a co-signé en tant que détentrice de votre procuration. Mon cœur a coulé. Patricia, ma fille aînée, celle dont j'étais si fière quand elle est devenue agent immobilier. Elle s'occupait de mes factures dernièrement, disant que je devenais trop oublieuse. Peut-être étais-je oublieuse, mais je n'étais pas stupide. Monsieur, je n'ai jamais signé de document, ai-je insisté. Je vis dans le même appartement depuis 32 ans. Pourquoi achèterais-je une maison à mon âge? Il m'a mise en attente, puis est revenu avec de pires nouvelles. Madame, le premier versement hypothécaire de 6234 est dû, la semaine prochaine. Il est programme pour très prélève automatiquement de votre compte. Ce tête pleut de 3 fois mon revenu mensuel. J'ai raccroché immédiatement appelle ma banque. Mon compte est d'épargne, où j'y avais garde 43000 est dû la semaine prochaine. Il est programmé pour être prélevé automatiquement de votre compte. C'était plus de 3 fois mon revenu mensuel. J'ai raccroché et immédiatement appelé ma banque. Mon compte d'épargne, où j'avais gardé 43000 est dû, la semaine prochaine. Il est programme pour très prélève automatiquement de votre compte. Ce tête pleut de 3 fois mon revenu mensuel. J'ai raccroché immédiatement appelle ma banque. Mon compte est d'épargne, où j'y avais garde 43000 pour mes frais funéraires et les urgences, avait été vidé. Le bordereau de retrait indiquait qu'il avait été transféré pour un compte sur résidence principale. Ma voisine, Madame Chen, m'a trouvé en train de pleurer dans le couloir et m'a aidé à rentrer. Elle m'a fait du thé pendant que j'expliquais ce qui s'était passé. Vous devez appeler la police, a-t-elle dit fermement. Mais comment aurais-je pu? Patricia était ma fille. Je l'avais élevée, j'avais fait des sacrifices pour elle, je l'aimais plus que tout. Il devait y avoir une explication. Peut-être avait-elle des problèmes et avait besoin d'aide. Peut-être quelqu'un l'avait-il forcée à faire cela. À 90 ans, j'avais vécu la dépression, la Seconde Guerre mondiale, le mouvement des droits civiques, et j'avais enterré mon mari il y a 20 ans. Mais rien ne m'avait préparé à cette trahison. J'ai essayé d'appeler Patricia, mais son téléphone m'a renvoyé directement à la messagerie vocale. Son bureau a dit qu'elle montrait des propriétés toute la journée. Je savais qu'elle m'évitait. Ma fille cadette, Linda, vivait dans le New Jersey et travaillait comme enseignante. Quand je l'ai finalement jointe ce soir-là, elle n'a pas été surprise. Maman, j'essayais de te dire que quelque chose n'allait pas. Tu te souviens quand Patricia t'a fait signer ces papiers le mois dernier? Elle a dit qu'ils étaient pour ton Médicare, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Je me souvenais maintenant Patricia apportant des papiers, me pressant, disant que la date limite était urgente. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à toutes les fois où Patricia était venue dernièrement, toujours si serviable, toujours si préoccupée par mes finances. Elle m'avait convaincu de l'ajouter à mes comptes bancaires en cas d'urgence. Elle avait pris mes documents importants pour les garder en sécurité. J'avais été si reconnaissante d'avoir une fille qui se souciait de moi. Maintenant, je réalisais qu'elle planifiait cela depuis des mois, peut-être des années. Cette pensée m'a rendue physiquement malade. Le lendemain matin, j'ai pris 3 bus pour me rendre au palais de justice. Le greffier m'a aidé à déposer un rapport de police,
mais le détective qui a pris ma déposition n'était pas encourageant. Les cas d'abus financiers envers les personnes âgées sont compliqués, a-t-il dit. Surtout quand la famille est impliquée. Avez-vous une preuve que vous n'avez pas signé ces documents? Je n'en avais pas. Patricia avait été prudente. Elle m'avait isolée de Linda, géré tous mes papiers, et fait croire à tout le monde que je devenais sénile. À 90 ans, qui me croirait plutôt qu'une agent immobilier prospère de 67 ans? 2 jours plus tard, j'ai pris un taxi pour me rendre au bureau immobilier de Patricia à Manhattan, une dépense que je ne pouvais pas me permettre, mais j'avais besoin de regarder ma fille dans les yeux. La réceptionniste a essayé de m'arrêter, disant que Patricia était en réunion, mais je suis passé devant elle. 47 ans de travail dans des usines m'avaient rendu plus coriace que je n'en avais l'air. J'ai trouvé Patricia dans la salle de conférence avec des clients, portant un tailleur qui coûtait probablement plus que mon chèque mensuel de sécurité sociale. « Maman ?» a-t-elle dit, son visage pâlissant. « Que fais-tu ici ?» Elle s'est excusée auprès de ses clients, me serrant le bras plus fort que nécessaire alors qu'elle me conduisait à son bureau privé. Une fois la porte fermée, son masque est tombé. « Tu ne devrais pas être ici, a-t-elle sifflé. Tu m'embarrasses. » J'ai regardé cette étrangère qui portait le visage de ma fille. Où était la petite fille qui m'aidait autrefois à ourler des robes, qui promettait de prendre soin de moi quand je serais vieille? Patricia, comment as-tu pu voler mon argent? Comment as-tu pu falsifier ma signature sur une hypothèque? J'ai gardé ma voix stable, même si mon cœur se brisait. Elle s'est assise derrière son bureau, redressant des papiers qui n'avaient pas besoin d'être redressés. Je n'ai rien volé, maman. Tu as signé ces papiers. Tu ne t'en souviens pas? Tu étais si excitée à l'idée de déménager dans une belle maison. Le mensonge est venu si facilement, comme si elle l'avait répété. Nous avons parlé du fait que tu avais besoin d'un endroit sans escalier, plus proche de bons hôpitaux. J'ai 90 ans, pas stupide, ai-je dit fermement. Je n'ai jamais rien signé. Tu as pris mes économies, mon argent pour les funérailles, tout ce que j'avais. Le visage de Patricia s'est durci. Prouve-le, a-t-elle dit froidement. Tu as oublié des choses dernièrement. Le mois dernier, tu ne pouvais même pas te rappeler quel jour on était. La banque a ta signature sur chaque document. Si tu fais des histoires, je te ferai déclarer incompétente. C'est ce que tu veux? Passer tes dernières années dans une maison de retraite. La menace m'a frappé comme un coup physique. C'était ma fille, celle avec qui j'étais restée éveillée quand elle faisait des cauchemars, celle pour qui j'avais travaillé en double équipe pour payer ses études. Je t'ai mieux élevée que ça, ai-je murmuré. Elle a ri, un son cruel que je n'avais jamais entendu d'elle auparavant. Tu m'as élevée pour réussir, et je réussis. Cette maison est un investissement. Dans quelques années, elle vaudra 2 fois ce que j'ai payé. Tu devrais me remercier d'avoir assuré ton avenir financier. Quel avenir financier? Ai-je demandé. Je ne peux pas me permettre les versements hypothécaires. Je vais perdre mon appartement, tout. Elle a haussé les épaules. Ce n'est pas mon problème. Tu peux emménager avec Linda. Elle prétend toujours vouloir t'aider. Le désinvolture de sa cruauté m'a stupéfiée. Elle avait planifié cela en sachant que cela me laisserait sans abri, et elle s'en moquait. Non, c'était pire que ça, elle s'attendait à ce que sa sœur nettoie les dégâts. Je me suis levée pour partir, mes genoux protestants. Je vais me battre contre cela, Patricia. Je ne sais pas comment, mais je ne te laisserai pas t'en tirer. Elle s'est levée aussi, me dominant de ses talons. Vas-y, essaie, maman. Je suis une femme d'affaires respectée. Tu es une femme de 90 ans qui peut à peine se souvenir de sa propre adresse. Qui crois-tu qu'ils croiront? Elle a ouvert la porte. Ma secrétaire t'appellera un taxi. Ne reviens pas ici. Le trajet en taxi jusqu'à chez moi a coûté 47 $ que je n'avais pas. J'ai regardé par la fenêtre la ville où j'avais vécu pendant 70 ans, me demandant comment j'avais pu élever une fille capable d'une telle cruauté. De retour dans mon appartement, j'ai trouvé un avis d'expulsion collé à ma porte. Mon propriétaire avait reçu un avis m'indiquant que j'avais déménagé à Westchester. J'avais 30 jours pour prouver que je vivais toujours ici ou partir. Patricia avait pensé à tout. Ce soir-là, Linda est venue avec son mari Robert. Ils avaient conduit depuis le New Jersey après le travail, apportant des courses que je n'avais pas demandées mais dont j'avais désespérément besoin. Nous allons arranger ça, maman, a promis Linda, tenant mes mains. La cousine de Robert est assistante juridique. Elle se renseigne sur les lois sur les abus envers les personnes âgées.
Mais je pouvais voir l'inquiétude dans leurs yeux. C'étaient des enseignants vivant de chèque de paie en chèque de paie, avec 2 enfants à l'université. Ils ne pouvaient pas se permettre de combattre les avocats de Patricia. Je leur ai préparé le dîner avec les courses qu'ils avaient apportées, du poulet frit, des légumes verts et du pain de maïs, comme je le faisais quand ils étaient jeunes. Nous n'avons pas parlé de Patricia ou de l'hypothèque. Au lieu de cela, nous avons parlé des élèves de Linda, de l'équipe de basket de Robert, des projets universitaires de leurs enfants. Pendant quelques heures, j'ai pu prétendre que tout était normal. Mais quand ils sont partis, promettant de revenir le week-end, la réalité s'est à nouveau imposée. Dans 30 jours, je serai sans abri à 90 ans. La détermination de Linda m'a rappelé pourquoi elle avait toujours été ma guerrière silencieuse. Alors que Patricia était bruyante et tapaque sans grave l'œil, Linda travaillait en coulisses. Elle a pris des congés du temps qu'elle ne pouvait pas se permettre pour m'aider à rassembler des preuves. Nous avons commencé à ma banque, demandant tous les relevés de l'année passée. Le directeur, Monsieur Peterson, me connaissait depuis 20 ans. Madame Henderson, ces retraits ne correspondent pas à vos habitudes, a-t-il dit, étudiant les relevés. Regardez ici 5 gros chèques de banque, tous établis à l'ordre de Patricia Henderson Enterprises. Nous avons découvert que Patricia vidait lentement mon compte depuis des mois. 5 cents par-ci, 1000 par-ci, 1,000 par-ci, 1000 par-là, toujours juste en dessous du montant qui déclencherait des alertes. Elle avait accéléré après avoir obtenu la procuration, que je n'avais certainement pas signée. Linda a tout photographié. Elle planifie cela depuis au moins 1 an, maman, a-t-elle dit gravement. Nous sommes ensuite allés à la Manhattan Mutual Bank, où l'agent de crédit hypothécaire a consulté la demande de prêt. Ma signature supposée ne ressemblait en rien à ma véritable écriture. Pouvez-vous prouver que ce n'est pas votre signature ? A demandé l'agent. J'ai sorti mon passeport, mon permis de conduire et 40 ans de chèques annulés. Ma vraie signature était tremblante mais distinctive. J'avais appris à écrire dans les années 1940, quand on enseignait encore la calligraphie. La signature sur l'hypothèque était fluide, moderne, clairement falsifiée. L'agent a fait des copies mais nous a avertis. Vous aurez besoin d'un expert en écriture pour témoigner. C'est coûteux. Tout ce qui concernait la justice semblait coûter de l'argent que je n'avais pas. L'enquête de Linda a révélé des détails plus troublants. Patricia avait utilisé mes informations pour ouvrir des cartes de crédit, prenant des avances de fonds totalisant 30 000 $. Elle avait inscrit mon appartement comme garantie pour un prêt commercial. Elle avait même essayé d'encaisser ma police d'assurance vie mais avait besoin de mon certificat de décès pour cela. Elle te saignait à blanc, maman, a dit Linda, les larmes aux yeux. Depuis combien de temps cela dure-t-il ? J'ai repensé à toutes les fois où Patricia était venue, toujours si serviable, toujours si préoccupée. Les signes étaient là. Je n'avais simplement pas voulu les voir. Nous avons visité la maison à Westchester, emmenant avec nous la cousine de Robert, Jennifer, l'assistante juridique. L'endroit était énorme, 5 chambres, 3 salles de bain, une piscine. La Mercedes de Patricia était dans l'allée. Par la fenêtre, nous pouvions la voir à l'intérieur avec son petit ami, Marcus, buvant du vin dans la cuisine qui était censée m'appartenir. Ne la confrontez pas, a averti Jennifer. Nous devons faire cela légalement. Mais voir Patricia vivre dans le luxe alors que j'étais confrontée à l'expulsion faisait bouillir mon sang. Jennifer a trouvé quelque chose d'intéressant dans les registres de propriété. La maison avait été achetée par l'intermédiaire d'une société écran, Patricia Henderson Enterprises, avec moi inscrite comme seule investisseuse. Mais les documents de la société montraient Patricia comme unique dirigeante et bénéficiaire. Elle a structuré cela pour cacher des actifs, a expliqué Jennifer. Si vous ne remboursez pas l'hypothèque, la banque saisit votre bien, pas le sien. Elle garde la société et tout profit de la vente. C'était une fraude sophistiquée, le genre qui nécessitait de la planification et une connaissance du droit immobilier. Cette nuit-là, je suis restée éveillée à réfléchir à ce que j'avais fait de mal. Avais-je gâté Patricia ? L'avais-je favorisée par rapport à Linda ? J'avais été si fière quand elle avait obtenu sa licence immobilière, quand elle avait commencé à bien gagner sa vie. Je m'étais vantée à tout le monde de ma fille qui réussissait. C'était peut-être ça le problème, j'avais été tellement aveuglée par sa réussite que je n'avais pas remarqué quand elle avait cessé d'appeler sauf quand elle avait besoin de quelque chose, quand elle avait commencé à me voir comme une ressource plutôt que comme sa mère. Linda a trouvé notre percée par accident. Elle regardait de vieilles photos quand elle a découvert quelque chose. « Maman, regarde ça », a-t-elle dit.
me montrant une photo de Thanksgiving dernier. En arrière-plan, à peine visible, se trouvait le bureau de Patricia avec des papiers étalés. Quand nous avons oumé sur le téléphone de Linda, nous pouvions voir des signatures d'entraînement, quelqu'un apprenant à falsifier mon écriture. L'horodatage montrait que c'était 3 mois avant la demande d'hypothèque. Nous avions enfin la preuve de la préméditation. Armés de preuves, nous sommes allés au bureau du procureur de district. La procureure de l'unité d'abus envers les personnes âgées, Madame Johnson, était une jeune femme qui a écouté attentivement notre histoire. C'est l'un des cas de fraude envers les personnes âgées les plus sophistiqués que j'ai vus, a-t-elle dit. Votre fille savait exactement comment exploiter le système. Mais vous avez fait un excellent travail en documentant tout. Je pense que nous avons suffisamment d'éléments pour porter des accusations. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti de l'espoir. Peut-être que je ne perdrai pas tout après tout. Madame Johnson a expliqué le processus. Ils arrêteraient Patricia pour abus envers les personnes âgées, usurpation d'identité et fraude. L'affaire pénale aiderait notre affaire civile pour annuler l'hypothèque. Mais elle m'a averti, votre fille risque jusqu'à 15 ans de prison si elle est reconnue coupable. Êtes-vous prête pour cela? J'ai pensé à la petite fille qui s'endormait autrefois sur mes genoux, qui m'appelait sa meilleure amie. Cet enfant avait disparu depuis des années. La femme qui m'avait volé était une étrangère. Je suis prête, ai-je dit tranquillement. Le FBI s'est impliqué quand ils ont découvert que Patricia avait déjà fait cela auparavant. 3 autres clients âgés avaient perdu leur maison par le biais de transactions suspectes impliquant Patricia Henderson Enterprises. Elle avait été prudente, les étalant sur 5 ans, utilisant différentes banques. Mais le schéma était clair. Ma propre fille était un prédateur en série qui ciblait les personnes âgées. Le poids de cette réalisation m'a presque écrasée. Combien d'autres avaient souffert parce que je n'avais pas vu ce qu'elle était vraiment? Nous avions besoin que Patricia s'incrimine davantage. Madame Johnson a suggéré que je porte un micro et que je la rencontre. À 90 ans, je n'aurais jamais imaginé travailler sous couverture avec le FBI. Mais le désespoir vous rend courageux. Nous avons organisé la réunion dans un parc public, des agents à proximité pour la sécurité. J'ai appelé Patricia, jouant mon meilleur rôle de vieille dame confuse. Je ne comprends pas ces papiers bancaires, ai-je dit. Peux-tu me les expliquer? Peut-être que j'ai signé quelque chose et que j'ai oublié. Elle a accepté de me rencontrer, pensant probablement qu'elle pourrait me manipuler à nouveau. Linda m'a aidé à me préparer, épinglant le petit microphone à l'intérieur de mon manteau. Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse, maman, a-t-elle dit. Je ne me sentais pas courageuse. Je me sentais comme une mère sur le point de perdre son enfant pour toujours. Mais Patricia avait fait son choix quand elle avait décidé que je valais moins que de l'argent. Maintenant, je devais faire le mien. Le parc était froid pour mars, mais je le sentais à peine. Patricia est arrivée en vêtements de créateur, l'air irrité. Fais vite, maman. J'ai des visites cet après-midi. Aucune inquiétude pour mon état, aucune question pour savoir si j'avais besoin de quelque chose. Juste de l'agacement que je prenne son temps précieux. J'ai commencé par des questions confuses sur l'hypothèque, jouant sur mon âge. Elle s'est détendue, pensant qu'elle avait toujours le contrôle. C'est à ce moment-là que j'ai tendu le piège. Patricia, j'ai trouvé d'anciens relevés bancaires, ai-je dit soigneusement. Ils montrent que tu prends de l'argent depuis plus d'1 an. Pourquoi ne m'as-tu pas simplement demandé? Son visage s'est refroidi. Parce que tu aurais dit non. Tu as toujours été avare avec l'argent, toujours à parler d'économiser pour tes funérailles. Eh bien, les funérailles sont pour les vivants. J'ai décidé d'utiliser cet argent pendant que tu es encore en vie. L'insensibilité m'a coupé le souffle, mais j'ai continué. Alors tu admets l'avoir pris sans demander. Bien sûr que je l'ai pris, a-t-elle dit sèchement. Sais-tu à quel point c'était embarrassant d'avoir une mère qui vivait dans ce minuscule appartement? Mes clients me demandaient des nouvelles de ma famille, et je devais mentir. Maintenant, je peux dire que ma mère possède une propriété à Westchester. C'est une question d'image, maman. Quelque chose que tu n'as jamais compris. Elle a continué, détaillant exactement comment elle avait falsifié ma signature, comment elle avait étudié mon écriture, comment elle avait attendu que je sois distraite pour me faire signer la procuration mélangée au formulaire Médicare. Chaque mot était enregistré. Chaque confession était un autre clou dans son cercueil. Mais l'entendre faisait encore mal. Je t'ai tout donné, ai-je dit doucement.
J'ai travaillé jusqu'à l'os pour que tu puisses avoir mieux. Elle a ri. Et j'ai eu mieux. Juste pas comme tu l'avais prévu. Elle s'est levée pour partir. Profite du temps qu'il te reste dans cet appartement, maman. Peut-être que Linda te prendra quand tu seras expulsée. Elle a toujours été ta préférée de toute façon. L'arrestation a eu lieu 3 jours plus tard. Je n'étais pas là, mais les informations l'ont largement couverte. Agent immobilier éminent arrêté pour fraude envers les personnes âgées faisait la une. Ils ont arrêté Patricia à son bureau pendant une réunion de vente. Les images la montraient menottée, essayant de cacher son visage alors qu'il la conduisait à la voiture de police. Une partie de moi ressentait de la satisfaction. La plupart de moi ne ressentait que du chagrin. Ce n'était pas ainsi que l'histoire d'une mère avec son enfant devait se terminer. Les autres victimes se sont manifestées après avoir vu les informations. Madame Betty Williams, 87 ans, avait perdu sa maison en rangée à Brooklyn. Monsieur James Anderson, 93 ans, avait été forcé d'aller dans une maison de retraite après que Patricia lui eut volé toutes ses économies. Madame Ruth Miller, 85 ans, vivait avec des parents après avoir perdu son appartement. Nous nous sommes rencontrés au bureau du procureur, 4 personnes âgées unies par la trahison. Patricia avait volé plus de 3 millions de dollars au total, détruisant des vies pour sa cupidité. L'avocat de Patricia a essayé de la faire libérer sous caution, arguant qu'elle ne risquait pas de fuir. Mais le juge a examiné les preuves, les signatures falsifiées, les sociétés écrans, le schéma d'abus et a refusé la caution. Madame Henderson a spécifiquement ciblé des personnes âgées vulnérables, y compris sa propre mère, a dit le juge. Elle représente un risque important pour la communauté. J'ai regardé depuis la galerie alors qu'ils emmenaient ma fille enchaînée. Elle ne m'a pas regardé une seule fois. Le procès pénal était prévu pour 6 mois plus tard, mais les procédures civiles avançaient plus rapidement. La banque, face à une responsabilité potentielle pour avoir traité des documents frauduleux, a accepté d'annuler l'hypothèque. Mon crédit serait rétabli, mon appartement était sécurisé, et les fonds volés seraient restitués une fois les actifs de Patricia saisis. Ce n'était pas une justice complète, mais c'était quelque chose. Linda m'a serré dans ses bras alors que nous quittions le tribunal. Tu l'as fait, maman. Tu l'as arrêté. Mais la victoire semblait creuse. Des journalistes voulaient m'interviewer sur les abus envers les personnes âgées, sur les signes avant-coureurs, sur la prévention. J'ai tout refusé. Ce n'était pas une histoire pour laquelle je voulais être connue. C'était le pire chapitre de ma vie, voir ma fille choisir la cupidité plutôt que la famille. Les autres victimes ont formé un groupe de soutien, se réunissant chaque semaine au centre pour personnes âgées. Nous ne parlions pas beaucoup de nos enfants. La trahison était trop fraîche, trop douloureuse. Patricia a essayé de me contacter depuis la prison par l'intermédiaire de son avocat. Elle voulait expliquer, arranger les choses. J'ai refusé. Quelle explication pourrait justifier de voler sa mère de 90 ans? Quel mot pourrait réparer les dégâts? Linda pensait que je devrais l'écouter, peut-être trouver une conclusion. Mais je savais mieux. Patricia n'était pas désolée pour ce qu'elle avait fait. Elle était désolée de s'être fait prendre. Il y a une différence. Mes petits-enfants, les enfants de Linda, avaient du mal à comprendre ce qui s'était passé. Comment expliquer à des jeunes que leur tante, qui leur apportait autrefois des cadeaux coûteux et les emmenait faire du shopping, était en réalité une criminelle? Parfois, les personnes que nous aimons font de terribles choix, leur ai-je dit. Mais leurs choix ne nous définissent pas. Nous nous définissons nous-mêmes. Ils ont hoché la tête, mais je pouvais voir leur confusion. Le monde était devenu plus compliqué pour eux. Le comptable judiciaire a trouvé plus de victimes, des clients âgés décédés avant de réaliser qu'ils avaient été volés. Patricia avait compté sur leur mort pour cacher ses crimes. Le total atteignait 4,8 millions de dollars sur 7 ans. Ma fille qui réussissait, celle dont j'étais si fière, n'était qu'une voleuse ordinaire avec une licence immobilière. Le procureur a ajouté plus de charges. Patricia risquait maintenant 25 ans de prison. 3 mois après son arrestation, j'ai finalement rendu visite à Patricia en prison. Pas pour elle, mais pour moi. J'avais besoin de la voir, de comprendre comment ma petite fille était devenue cette personne. Elle était assise en face de moi dans une combinaison orange, ses mèches coûteuses repoussant, ses ongles manucurés cassés. Pourquoi? Ai-je simplement demandé. Elle m'a regardé pendant un long moment, puis a haussé les épaules. Parce que je le pouvais, maman. Parce que tu l'as rendu facile. Pas de remords,
Pas d'excuses, juste la froide vérité. Je t'aimais, ai-je dit, ma voix se brisant. Je t'aime toujours, malgré tout. C'est pourquoi cela fait si mal. Pour la première fois, quelque chose a vacillé dans ses yeux, peut-être du regret, peut-être juste de l'agacement. L'amour ne paie pas les factures, maman, a-t-elle dit. L'amour n'achète pas le respect. L'argent si. Je me suis levée pour partir, mon cœur acceptant finalement ce que mon esprit savait depuis des mois. La fille que j'avais élevée avait disparu, si elle avait jamais existé. Le procès a commencé par un matin chaud de septembre. Je portais ma meilleure robe, la bleue marine que j'avais gardée pour les occasions spéciales. Linda était assise à côté de moi, tenant ma main pendant que le procureur exposait l'affaire. Les preuves étaient accablantes, documents falsifiés, confessions enregistrées, registres financiers montrant un vol systématique. Patricia était assise à la table de la défense, essayant d'avoir l'air professionnel dans un tailleur emprunté. Son avocat a plaidé la maladie mentale, le stress, les traumatismes d'enfance. Des mensonges pour excuser des mensonges. J'ai témoigné le deuxième jour. Le procureur m'a guidé à travers la découverte de la fraude, la confrontation avec Patricia, l'enquête. J'ai parlé clairement, malgré mon âge, malgré ma douleur. L'avocat de la défense a essayé de me confondre, suggérant que j'avais oublié avoir signé des documents, insinuant que j'étais sénile. Mais j'avais vécu 90 ans. Je n'allais pas être intimidée par un homme assez jeune pour être mon petit-fils. Je suis peut-être vieille, lui ai-je dit, mais je ne suis pas stupide. Je sais ce que ma fille a fait. Les autres victimes ont également témoigné. Betty Williams a pleuré en décrivant la perte de la maison où elle avait vécu pendant 60 ans. James Anderson a expliqué comment il s'était retrouvé dans une maison de retraite, incapable de payer ses médicaments après que Patricia lui eut volé ses économies. Ruth Miller a parlé de l'humiliation d'avoir dû emménager chez sa fille, d'être un fardeau à 85 ans. Le jury écoutait attentivement. Ce n'était pas seulement des crimes financiers. C'étaient des vies détruites. Le petit ami de Patricia, Marcus, a témoigné pour l'accusation après avoir conclu un accord. Il a révélé comment Patricia s'était vantée de ses stratagèmes, comment elle avait ciblé des clients âgés sans proches parents ou avec des conflits familiaux. Elle disait que les personnes âgées étaient des cibles faciles, a-t-il témoigné. Elle lui faisait confiance parce qu'elle avait l'air prospère, parlait bien. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Son témoignage a détruit toute chance pour Patricia de prétendre à une capacité diminuée. La conversation enregistrée dans le parc a été diffusée au jury. Entendre à nouveau la voix froide de Patricia, sa cruauté désinvolte, sa confession détaillée, m'a fait frissonner. Les visages des jurés montraient leur dégoût. Une femme a secoué la tête lorsque Patricia a expliqué comment elle s'était entraînée à falsifier ma signature. Le procureur a mis l'enregistrement en pause après que Patricia eut dit que les funérailles étaient pour les vivants. Madame Henderson a volé l'argent des funérailles de sa mère, a-t-elle dit au jury. Elle a littéralement privé sa mère d'une mort digne. Patricia a témoigné le 4e jour. Son avocat l'avait déconseillé, mais son arrogance l'a emporté. Elle a essayé de se présenter comme une victime d'attentes élevées, de favoritisme envers Linda, de pression financière. Elle a affirmé que je lui avais verbalement promis de l'argent, qu'elle prenait simplement une avance sur son héritage. Les mensonges coulaient facilement, mais le procureur les a démontés un par un. Vous avez falsifié la signature de votre mère. J'ai signé en son nom. Sans sa connaissance. Elle aurait été d'accord si elle avait compris. Mais vous ne lui avez jamais demandé. Silence. Le jury n'a délibéré que 3 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation, abus envers les personnes âgées, usurpation d'identité, fraude, falsification et blanchiment d'argent. Patricia n'a montré aucune émotion à la lecture du verdict. Je n'ai ressenti aucune satisfaction, seulement une profonde tristesse. Linda pleurait doucement à côté de moi. Le juge a fixé la sentence pour le mois suivant. Le procureur nous a dit de préparer des déclarations d'impact sur les victimes. Comment résumer une vie d'amour transformée en trahison en quelques paragraphes? J'ai passé des semaines à écrire ma déclaration, rayant des mots, recommençant. Comment pourrais-je expliquer ce que cela signifiait de travailler 47 ans dans une usine, économisant chaque centime, seulement pour que cela soit volé par la fille pour qui j'avais tout sacrifié? Comment pourrais-je décrire la peur d'avoir 90 ans et de faire face à l'itinérance? La honte d'avoir élevé un enfant capable d'une telle cruauté? En fin de compte, je l'ai gardé simple.
J'ai écrit sur l'amour, la confiance et la trahison particulière quand la famille devient votre ennemi. Les autres victimes et moi sommes devenus amis à travers une douleur partagée. Nous nous rencontrions pour un café chaque semaine, parlant de tout sauf de nos enfants. Betty m'a appris à tricoter. James a partagé des histoires de son service militaire. Ruth et moi avons commencé un club de lecture. Nous reconstruisions nos vies, trouvant de la joie malgré la destruction causée par nos enfants. La directrice du centre pour personnes âgées nous a qualifiés d'inspirants. Nous nous appelions simplement des survivants. Le jour de la sentence est arrivé en octobre. La salle d'audience était remplie de victimes, de journalistes et de curieux. Patricia est entrée menottée, essayant toujours de maintenir son sang-froid. Son tailleur coûteux avait disparu, remplacé par des vêtements de prison. Elle avait perdu du poids, son visage émacié. Pendant un moment, elle ressemblait à la petite fille qui pleurait quand elle s'écorchait le genou. Puis elle a relevé le menton avec défi, et l'illusion s'est brisée. Le procureur a présenté les recommandations de peine 22 ans basées sur la gravité des crimes et le nombre de victimes. L'avocat de Patricia a plaidé pour la clémence, citant son absence de condamnation antérieure et son potentiel de réhabilitation. Il l'a dépeinte comme une délinquante primaire qui avait fait de terribles choix sous pression. Le juge a écouté impassiblement, prenant occasionnellement des notes. La salle d'audience était silencieuse sauf pour le grattement de son stylo. Une par une, les victimes ont lu leurs déclarations. La voix de Betty tremblait alors qu'elle décrivait avoir passé son 88e anniversaire dans un refuge pour sans-abri. James se tenait droit malgré son déambulateur, détaillant comment le vol de Patricia lui avait coûté son indépendance. Ruth a expliqué comment elle avait envisagé le suicide plutôt que d'être un fardeau pour sa famille. Leur douleur remplissait la salle d'audience, témoignant de la cruauté de Patricia. Elle regardait droit devant elle, ne montrant aucune réaction aux vies qu'elle avait détruites. Quand mon tour est venu, j'ai marché lentement vers le pupitre. J'ai regardé Patricia, cherchant un signe de la fille que j'avais élevée. Elle a brièvement croisé mon regard, puis a détourné les yeux. J'ai commencé à lire. J'ai 90 ans. J'ai vécu des guerres, des dépressions et des tragédies personnelles. Mais rien ne m'a préparé à être trahi par mon propre enfant. Patricia n'a pas seulement volé de l'argent. Elle a volé ma foi en la famille, ma confiance en l'amour, ma croyance que le sacrifice compte. J'ai continué, ma voix devenant plus forte. J'ai travaillé dans des usines pendant 47 ans, souvent des journées de 16 heures, pour que mes filles puissent avoir une vie meilleure. Chaque dollar économisé était pour leur avenir. Patricia a pris ce sacrifice et l'a jeté pour des vêtements de créateur et une résidence luxueuse. Elle m'a regardé et n'a pas vu sa mère, mais un compte bancaire. Cette trahison blesse plus profondément que toute perte financière. J'irai à la tombe en me demandant où j'ai échoué. Mais je me tiens ici aujourd'hui non pas comme une victime, mais comme une mère qui comprend enfin que l'amour ne peut pas réparer quelqu'un qui choisit la cruauté. Patricia a fait ses choix. Maintenant, elle doit en assumer les conséquences. Je prie pour que quelque part dans sa peine, elle trouve la conscience qu'elle a perdue. Je prie pour que d'autres parents âgés soient épargnés de cette douleur. Et je prie pour que ma fille comprenne un jour ce qu'elle a jeté pour de l'argent. Parce que l'amour d'une mère, une fois brisé, ne peut jamais être complètement réparé. Le juge m'a remercié alors que je retournais à ma place. Linda m'a serré la main, les larmes coulant sur son visage. Patricia a finalement montré de l'émotion, sa mâchoire serrée, ses mains serrées. Mais ce n'était pas du remords que je voyais. C'était de la colère que ses victimes se soient battues. Le juge a appelé à une suspension avant de prononcer la sentence. Dans le couloir, d'autres victimes m'ont serré dans leurs bras. « Tu as parlé pour nous tous » a murmuré Betty. Quand la cour a repris, le juge a prononcé un discours cinglant sur l'abus de confiance, la vulnérabilité des victimes et la nature calculée des crimes. « Madame Henderson, a-t-il dit, vous occupiez une position de confiance à la fois en tant que professionnelle de l'immobilier et en tant que fille. Vous avez violé cette confiance de la manière la plus flagrante possible. Vous avez ciblé les membres les plus vulnérables de la société, y compris votre propre mère, avec des stratagèmes sophistiqués conçus pour les dépouiller de leurs économies de toute une vie et de leur dignité. » Il a condamné Patricia à 20 ans de prison fédérale, sans possibilité de libération conditionnelle pendant au moins 15 ans. Elle devrait également payer une restitution complète à toutes les victimes, bien que nous sachions que cet argent avait disparu. Alors qu'il l'emmenait, Patricia s'est retournée pour me regarder une dernière fois. Je n'ai vu aucune excuse dans ses yeux, seulement du ressentiment.
Ma fille était partie, remplacée par une étrangère qui partageait par hasard mon ADN. C'était enfin terminé. La vie après le procès semblait étrange. Pendant des mois, tout avait tourné autour de la lutte contre Patricia, de la collecte de preuves, de la recherche de justice. Maintenant, je devais comprendre comment vivre avec le résultat. Mon appartement était sécurisé, mon crédit rétabli, mais les dommages émotionnels persistaient. J'ai commencé une thérapie à 90 ans, apprenant à gérer la trahison et le chagrin. Ma thérapeute, une femme gentille nommée Dr Suzanne Taylor, m'a aidé à comprendre que les choix de Patricia n'étaient pas ma faute. Linda est devenue mon roc pendant la convalescence. Elle venait chaque week-end, amenant ses enfants, remplissant à nouveau mon appartement de rire. Nous ne parlions jamais de Patricia sauf si je l'évoquais. Linda avait perdu une sœur, mais elle se concentrait sur ce qui restait, sa mère, sa famille, ses élèves. Sa force me rappelait pourquoi je l'avais toujours appelée ma guerrière silencieuse. Elle avait hérité de mes valeurs d'une manière que Patricia n'avait jamais eue. Le groupe de soutien aux victimes s'est transformé en un véritable cercle d'amitié. Nous nous rencontrions pour des dîners le dimanche, célébrions les anniversaires, allions à l'église ensemble. Betty et moi sommes devenues particulièrement proches, deux vieilles femmes ayant survécu à la pire trahison imaginable. Nous avons commencé à parler dans les centres pour personnes âgées de la fraude envers les aînés, avertissant les autres des signes. Ce ne sont pas seulement les étrangers dont vous devez vous méfier, disait Betty. Parfois, l'ennemi est à votre table. 3 mois après la sentence, j'ai reçu une lettre de Patricia. J'ai immédiatement reconnu son écriture. Linda voulait que je la jette sans l'ouvrir, mais j'avais besoin de la lire. À l'intérieur se trouvaient 2 pages de reproches. J'avais favorisé Linda, j'avais été trop exigeante, je l'avais fait se sentir inadéquate. Pas un mot d'excuse. Pas une reconnaissance de la douleur qu'elle avait causée. J'ai brûlé la lettre dans mon évier de cuisine, regardant ses excuses se transformer en cendres. Le processus de restitution était une plaisanterie. Les actifs de Patricia, la maison, les voitures, les bijoux ont été saisis et vendus, mais cela couvrait à peine une fraction de ce qu'elle avait volé. Les autres victimes et moi avons reçu de petits chèques qui ressemblaient plus à des insultes qu'à la justice. Mais nous savions depuis le début que l'argent était parti. Nous nous étions battus pour la responsabilité, pas pour la récupération financière. Patricia était derrière les barreaux. Cela devait suffire. J'ai changé mon testament, déshéritant explicitement Patricia et laissant tout à Linda et ses enfants. L'avocat a suggéré que je laisse $1 à Patricia pour l'empêcher de le contester. Non, ai-je dit fermement. Elle a déjà pris tout ce qu'elle obtiendra de moi. J'ai également mis en place des garanties. Linda aurait besoin de 2 témoins pour toute décision financière majeure me concernant. J'avais appris à mes dépens que l'amour n'empêche pas la trahison. Mon 91e anniversaire est arrivé tranquillement. Linda a organisé une petite fête avec le groupe de soutien et quelques voisins. Personne n'a mentionné Patricia, mais son absence pesait lourd. J'avais toujours imaginé ma vieillesse différemment, les 2 filles en visite, les petits-enfants jouant, les dîners de famille pleins de rire. Au lieu de cela, j'avais une famille choisie de survivants et une fille qui était restée fidèle. Ce n'était pas ce que j'avais prévu, mais c'était réel, honnête et libre de tromperie. Les demandes des médias ont finalement cessé, mais l'histoire est restée comme un avertissement. Un producteur de documentaire m'a contacté pour présenter notre cas dans une série sur la fraude envers les personnes âgées. J'ai refusé. Certaines histoires n'ont pas besoin d'être racontées pour le divertissement. Mais j'ai accepté de parler lors de séminaires de formation pour les forces de l'ordre, aidant les officiers à reconnaître les signes d'abus envers les personnes âgées. Si ma douleur pouvait empêcher une personne âgée de subir la trahison de Patricia, cela valait la peine de la revivre. La nuit, je me demandais parfois comment Patricia était en prison. Pensait-elle à moi? Regrettait-elle ses choix, ou regrettait-elle simplement de s'être fait prendre? Je ne le saurais probablement jamais. La fille que j'avais élevée n'existait plus que sur des photographies maintenant, souriant aux fêtes d'anniversaire, obtenant son diplôme universitaire, m'embrassant aux funérailles de son père. Cette fille avait disparu, si elle avait jamais vraiment existé. La femme en prison était une étrangère qui portait le visage de ma fille tout en planifiant ma destruction. La 2e année après le procès a apporté une paix inattendue. La douleur aiguë de la trahison s'était atténuée en une douleur gérable. Je pleurais toujours la fille que j'avais perdue, mais j'avais accepté qu'elle avait choisi sa voie. Mes séances de thérapie sont devenues moins fréquentes, puis ont complètement cessé.
Dr Taylor a dit que j'avais montré une résilience remarquable pour quelqu'un de mon âge. Vous avez survécu à l'insurvivable, m'a-t-elle dit. Cela demande une force incroyable. Les enfants de Linda ont obtenu leur diplôme universitaire sans dette, grâce à leur propre travail acharné et à l'aide de leurs parents. Ils avaient tiré des leçons de l'exemple de Patricia non pas pour le suivre, mais pour le rejeter complètement. Mon petit-fils est devenu travailleur social, aidant spécifiquement les victimes âgées d'abus. Ma petite-fille s'est tournée vers le droit, mais le droit des affaires, ne voulant rien avoir à faire avec l'immobilier. Il me rendait visite régulièrement, apportant des plats à emporter et des histoires de leur vie. Le groupe de soutien s'est élargi à mesure que plus de victimes nous ont trouvés. Nous sommes devenus connus comme le Club de la Justice Dorée au Centre pour personnes âgées. De nouveaux membres arrivaient brisés, trahis par des enfants ou des petits-enfants qui les avaient vus comme des distributeurs automatiques plutôt que comme une famille. Nous les avons aidés à naviguer dans le système juridique, à trouver des avocats fiables, à reconstruire leur vie. Betty et moi sommes devenus les leaders officieuses, nous appuyant sur notre expérience durement acquise pour guider les autres à travers leurs jours les plus sombres. J'ai reçu une deuxième lettre de Patricia à l'anniversaire de sa condamnation. Cette fois, je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai donnée à Linda pour qu'elle la gère comme elle le souhaitait. Elle a choisi de la retourner non ouverte. Elle n'a pas le droit de continuer à te faire du mal, a dit fermement Linda. Nous avons appris plus tard que Patricia avait essayé d'obtenir une libération anticipée, affirmant qu'elle avait trouvé la religion et s'était réformée. Sa demande a été refusée. 20 ans signifiait 20 ans. Ma santé est restée étonnamment bonne pour 91 ans. Le stress du procès aurait pu me tuer, mais au contraire, il semblait m'avoir rendue plus forte. Mon médecin a dit que j'avais le cœur de quelqu'un de 20 ans plus jeune. Le dépit est un médicament puissant, ai-je plaisanté, mais il y avait une vérité là-dedans. J'ai refusé de donner à Patricia la satisfaction de me détruire complètement. Chaque jour où je vivais bien était une victoire sur sa trahison. La maison à Westchester a été vendue à une jeune famille qui ne connaissait rien de son histoire. J'y suis passée une fois avec Linda, regardant les enfants jouer dans la cour où Patricia avait prévu de vivre sur mes ruines. C'était comme une conclusion. La maison n'était plus qu'une maison maintenant, pas un symbole de trahison. Les nouveaux propriétaires y feraient des souvenirs heureux, non entachés par la fraude et la tromperie. La maison de rêve de Patricia était devenue le foyer honnête de quelqu'un d'autre. J'ai recommencé à écrire, quelque chose que j'avais aimé en tant que jeune femme mais que j'avais abandonné pour le travail et la famille. Pas à propos de Patricia ou du procès, mais de la fiction, des histoires de femmes fortes surmontant l'adversité. Le Centre pour personnes âgées a lancé un groupe d'écriture, et j'en suis devenu le membre le plus âgé. Mes histoires ont gagné quelques concours locaux. À 91 ans, j'avais découvert un talent que je n'avais jamais eu le temps de développer. Patricia avait volé mon argent, mais elle m'avait involontairement donné le temps de me trouver. L'unité des crimes financiers m'a demandé d'examiner de nouveaux cas de fraude envers les personnes âgées, à la recherche de schémas similaires aux méthodes de Patricia. Je suis devenue une sorte de consultante, aidant les procureurs à comprendre comment les membres de la famille exploitent la confiance. C'était un travail douloureux, lire des histoires de parents trahis par des enfants, mais nécessaire. Patricia n'était pas unique. Il y en avait des dizaines comme elle, peut-être des centaines, qui s'attaquaient à des parents âgés. Si mon expérience pouvait aider à en arrêter ne serait-ce qu'une, cela valait le coup émotionnel. Certaines nuits, je rêvais de Patricia enfant, son premier jour d'école, lui apprenant à faire du vélo, sa remise de diplôme du lycée. Je me réveillais désorientée, oubliant un instant qu'elle était en prison. Le chagrin me frappait à nouveau chaque fois. Linda disait que c'était normal, que je pleurais la fille que Patricia aurait pu être. Tu l'as perdue 2 fois, expliquait Linda. Une fois à cause de la cupidité, et une fois à cause de la justice. Les 2 pertes faisaient mal, mais la première était plus profonde. Pour mon 92e anniversaire, j'ai pris une décision qui a choqué tout le monde, y compris moi-même. J'ai décidé de rendre visite à Patricia une dernière fois. Pas pour elle, pas pour une conclusion, mais pour être complète. J'avais besoin de la voir une fois de plus avant de mourir, de voir ce que la cupidité avait fait de ma fille. Linda a protesté, mais j'ai insisté. À 92 ans, j'avais gagné le droit de faire mes propres choix, même douloureux. La prison était à 3 heures de route au nord de l'État. Linda a conduit pendant que je regardais par la fenêtre les feuilles qui changeaient. Octobre à New York avait toujours été ma période préférée de l'année. Patricia était née en octobre, arrivant tôt comme si elle était impatiente de commencer à vivre.
Maintenant, elle vivait dans une boîte en béton, comptant les jours jusqu'à ses 50 ans. L'ironie ne m'échappait pas, elle avait volé mes années de retraite et perdu son propre âge mûr. Patricia paraissait plus âgée que ses 69 ans quand ils l'ont amenée dans la salle de visite. La prison l'avait vieilli plus que le temps seul n'aurait pu le faire. Ses cheveux étaient complètement gris, son visage marqué d'amertume. Elle s'est assise lourdement, m'étudiant avec des yeux sans chaleur. « Pourquoi es-tu ici » a-t-elle demandé brusquement. Pas de bonjour, pas de prétention de civilité. Juste de la suspicion. Je ne changerai pas mon témoignage. Je ne t'aiderai pas à sortir. Je ne suis pas ici pour toi, ai-je dit calmement. Je suis ici pour moi. J'avais besoin de voir ce que tu es devenu. Elle a ri amèrement. Ce que je suis devenu ? Je suis ce que tu as fait de moi, mère. Désespérée de réussir, d'approbation, de respect. Tu as poussé et poussé jusqu'à ce que je me brise. Les vieux reproches, les excuses fatiguées. Mais ils n'avaient plus de pouvoir sur moi. J'avais passé 2 ans en thérapie à apprendre que ces choix étaient les siens seuls. Je t'ai aimé, ai-je dit simplement. J'ai travaillé jusqu'à l'os pour toi et Linda. Tout ce que j'ai fait était pour votre avenir. Le visage de Patricia s'est tordu. Ton amour venait avec des conditions. Sois parfaite, réussie, sois meilleure que tout le monde. Linda pouvait être moyenne, mais pas moi. Je devais être spéciale. J'ai secoué la tête. Je voulais que tu aies des opportunités que je n'ai jamais eues. Ce n'est pas la même chose que de te forcer à me voler. Nous sommes restés silencieux un moment. Autour de nous, d'autres familles menaient leurs propres visites douloureuses. Des enfants voyant des parents, des épouses voyant des maris, des mères voyant des fils. Tous liés par l'amour malgré les barreaux et les erreurs. Mais Patricia et moi n'avions plus de lien. Le sang ne suffisait pas à combler le canyon qu'elle avait créé avec sa cupidité. Cela en valait-il la peine ? Ai-je finalement demandé. La maison, les voitures, les vêtements, cela valait-il 20 ans de ta vie ? Le masque de Patricia s'est finalement fissuré. Pendant juste une seconde, j'ai vu quelque chose qui aurait pu être du regret. Puis c'était parti, remplacé par le défi familier. Je le referai, a-t-elle dit froidement. Mais je serai plus intelligente. Je cacherai mieux l'argent. Je choisirai des victimes qui ne pourraient pas se défendre. Mon cœur, déjà brisé, s'est complètement brisé. 2 ans en prison ne l'avaient pas du tout changé. Elle n'avait rien appris sauf de meilleures façons de commettre des crimes. Je me suis levée, mes genoux protestants. Au revoir, Patricia. Je ne reviendrai pas. Elle a haussé les épaules. Comme tu veux. Tu seras morte avant que je sorte de toute façon. La cruauté désinvolte de cette déclaration aurait dû faire mal, mais je n'ai ressenti que de la pitié. Elle mourrait aussi en prison, juste plus lentement. Je suis partie sans regarder en arrière, Linda se précipitant pour me soutenir. Ma dernière image de Patricia était-elle assise seule à la table métallique, déjà oubliée par la mère qu'elle avait trahie. Le trajet du retour était calme. Linda tenait ma main tout en conduisant, essuyant occasionnellement des larmes. « Je suis désolée, maman, continuait-elle à dire. Mais je n'étais pas désolée. J'avais eu besoin de voir Patricia une dernière fois pour vraiment lâcher prise. La fille que j'avais aimée était partie depuis des années, peut-être des décennies. La femme en prison n'était qu'une coquille, vide et amère. Je pouvais pleurer ma vraie fille maintenant sans faux espoir de rédemption ou de réconciliation. Cette nuit-là, j'ai rassemblé toutes les photos de Patricia et les ai mises dans une boîte. Pas pour les jeter, ce serait trop définitif, mais pour les ranger dans le placard. Elle faisait partie de mon histoire, mais pas de mon présent ou de mon avenir. J'ai gardé une photo sur ma commode. Patricia a 5 ans, souriant sans dents à l'appareil photo, avant que la cupidité n'empoisonne son cœur. C'était la fille que je choisirais de me rappeler. Le reste n'était qu'un avertissement sur la façon dont l'argent peut corrompre même les liens les plus forts. 2 semaines plus tard, je me suis inscrite à une croisière avec le club de la justice dorée. Betty, James, Ruth et moi passerions 10 jours dans les Caraïbes, payés avec l'argent que j'avais économisé depuis le procès. Patricia avait essayé de voler mon avenir, mais je l'avais reconstruit sans elle. À 92 ans, je partais pour ma première croisière, me faisais des amis, vivais pleinement. La meilleure vengeance n'était pas la justice ou l'emprisonnement, c'était la joie. Chaque jour où je vivais bien était une victoire sur la trahison. Mon histoire s'est répandue dans les communautés de personnes âgées comme un avertissement et une inspiration.
Oui, j'avais été trahi par ma propre fille. Oui, j'avais perdu toutes mes économies à cause d'une fraude familiale. Mais je m'étais battue. J'avais refusé d'être une victime. J'avais reconstruit ma vie à 90 ans et retrouvé le bonheur. D'autres parents âgés confrontés à des trahisons similaires ont pris contact, trouvant de l'espoir dans ma guérison. Si Dorothy Henderson pouvait survivre et s'épanouir après une telle dévastation, peut-être le pouvait-il aussi. La dernière fois que j'ai entendu le nom de Patricia, c'était aux funérailles de James. Il était décédé paisiblement à 95 ans, entouré des amis qui étaient devenus sa famille. Quelqu'un a mentionné que tous les enfants qui nous avaient trahis étaient toujours en prison. Bien, a dit fermement Betty. Qu'ils purgent chaque jour. Nous avons enterré James avec dignité, les funérailles pour lesquelles il avait économisé et que Patricia avait essayé de voler. Après le service, nous sommes allés déjeuner et avons partagé des histoires sur les blagues terribles de James et son cœur généreux. Pas un mot sur les enfants qui nous avaient trahis. J'ai 93 ans maintenant, je vis toujours dans mon appartement, je rencontre toujours le club de la justice dorée, j'écris toujours des histoires. Linda vient chaque semaine avec ses enfants et ses nouveaux petits-enfants. Ma famille n'est pas ce que j'avais imaginé, mais elle est réelle, aimante et honnête. Patricia reste en prison, où elle restera jusqu'à ses 89 ans. Je serais partie depuis longtemps d'ici là, et cela m'apporte la paix. Elle a choisi l'argent plutôt que sa mère. Maintenant, elle n'a ni l'un ni l'autre. Certains crimes portent leur propre punition. En regardant en arrière, je me demande parfois si j'aurais dû voir les signes plus tôt. Le matérialisme, le besoin constant de plus, la façon dont elle regardait mes économies comme un loup regardant des moutons. Mais l'amour nous aveugle, surtout l'amour parental. Nous voyons ce que nous voulons voir jusqu'à ce que la réalité nous ouvre les yeux. Patricia m'a appris que le sang ne garantit pas la loyauté, que les enfants peuvent devenir des étrangers, que parfois la plus grande menace vient de ceux en qui nous avons le plus confiance. Mais elle m'a aussi appris la force que je ne savais pas avoir. À 90 ans, je m'étais battue pour la justice. À 91 ans, j'avais reconstruit ma vie. À 92 ans, j'avais retrouvé la joie. À 93 ans, je suis en paix. Patricia a pris mon argent, ma confiance, ma foi en la famille. Mais elle n'a pas pris mon esprit, ma capacité d'aimer, ou ma détermination à bien vivre. En essayant de me détruire, elle a révélé à quel point j'étais vraiment indestructible. C'est l'ironie ultime, sa trahison m'a rendue plus forte que sa cupidité. Et c'est ainsi que je choisis de terminer cette histoire, non pas comme une victime, mais comme une survivante qui a refusé de laisser la trahison définir ses dernières années. Et c'est là que se termine l'histoire de Dorothy, non pas avec amertume ou défaite, mais avec triomphe. À 93 ans, elle avait affronté l'impensable, la trahison par la fille pour qui elle avait tout sacrifié. Patricia avait pris son argent, sa sécurité et sa confiance. Mais elle ne pouvait pas prendre l'esprit de Dorothy. Cette histoire, bien que fictive, reflète une dure réalité. L'abus financier des personnes âgées par des membres de la famille affecte des millions de seniors chaque année. Les auteurs ne sont pas toujours des étrangers tapis dans l'ombre, parfois ce sont les enfants que nous avons élevés, ceux en qui nous avions le plus confiance. Ils se nourrissent de l'amour, exploitent la confiance et justifient leurs crimes par le droit et la cupidité. Mais l'histoire de Dorothy nous montre aussi quelque chose de puissant. Il n'est jamais trop tard pour riposter. À 90 ans, elle a trouvé le courage de tenir tête à sa fille. Elle a rassemblé des preuves, porté un micro pour le FBI et témoigné au tribunal. Elle a reconstruit sa vie quand la plupart des gens auraient abandonné. Elle a trouvé une nouvelle famille parmi les survivants et a découvert la joie dans ces dernières années. Si vous regardez ceci et vous reconnaissez dans l'histoire de Dorothy, que ce soit en tant que victime ou en tant que personne qui voit les signes avant-coureurs, sachez que de l'aide est disponible. Les lignes d'assistance pour les abus envers les personnes âgées, les services de protection des adultes et les forces de l'ordre prennent ces crimes au sérieux. Vous n'avez pas à souffrir en silence parce que l'agresseur est de la famille. Le sang ne donne à personne le droit de voler votre avenir. Et si vous êtes quelqu'un qui a été tenté de considérer les parents âgés comme des distributeurs automatiques plutôt que comme des êtres humains, souvenez-vous de Patricia. Elle a échangé 20 ans de sa vie contre de l'argent qui n'était pas le sien. Elle a perdu l'amour de sa mère, le respect de sa sœur et sa liberté. La maison qu'elle a volée est devenue le foyer de quelqu'un d'autre. La richesse qu'elle convoitait est devenue des barreaux de prison. En fin de compte, la cupidité lui a coûté tout ce qui comptait vraiment. Dorothy a vécu jusqu'à 94 ans, s'éteignant paisiblement dans son sommeil, entourée de la famille choisie qu'elle avait construite après la trahison.
Linda et ses enfants ont pleuré une mère et une grand-mère qui leur avaient montré que la force n'a pas de limite d'âge. Le club de la justice dorée a célébré une amie qui avait transformé la douleur en but. Et quelque part dans une prison fédérale, Patricia purgeait sa 7e année sur 20, sans personne pour lui rendre visite, sans personne pour pleurer ce qu'elle avait jeté. Aimez vos aînés pendant que vous les avez. Protégez-les, chérissez-les et honorez les sacrifices qu'ils ont faits pour vous. Parce qu'une fois cette confiance brisée, une fois cet amour trahi, il ne peut jamais être complètement réparé. Dorothy a pardonné, mais elle n'a jamais oublié. Elle a avancé, mais elle n'est jamais revenue en arrière. Et c'est peut-être la leçon la plus importante de toutes. Certains choix résonnent pour l'éternité. Choisissez sagement. Choisissez l'amour. Choisissez l'honneur. Parce qu'en fin de compte, c'est tout ce qui compte vraiment. Merci d'avoir écouté l'histoire de Dorothy. Qu'elle serve à la fois d'avertissement et d'inspiration. Et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour se défendre, quel que soit votre âge. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner.